Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes bien. Et bien, qu'est-ce que la blockchain? Dans cette vidéo, on va parler de tout cela. Je vais essayer de t'expliquer de manière très simple ce que c'est que la blockchain, pas à pas, pour que tu essaies clairement de comprendre ce que c'est. Et bien, de manière très vague, la blockchain est un registre distribué qui permet à une personne A de transférer de la valeur à une personne B sans l'intervention d'une personne tierce. Et bien, de manière barbare, c'est complexe. Mais dans cette vidéo, je vais essayer d'entrer plus dans les thèmes plus techniques en utilisant des exemples vraiment très concrets de la vie réelle pour que tu comprennes que la blockchain n'est pas vraiment quelque chose de compliqué, mais quelque chose de facile à comprendre. Eh bien, on se retrouve tout de suite après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je vais utiliser mon bloc-notes, donc n'hésite pas parce que là, je vais regarder les titres. Il me faut détailler tout cela pour me rassurer que tu comprennes réellement de manière très simple ce que c'est que la blockchain. Comme exemple, on va prendre un village, comme je l'ai dit, on a 10 personnes ou bien d'une salle de classe, on a 10 élèves qui souhaitent se partager des bonbons. Eh bien, on aura d'abord une personne A qui souhaite donner 10 bonbons à une personne B, donc on va prendre Jean qui est la personne A et souhaite donner 10 bonbons à Pierre qui est la personne B. La première chose qu'on va faire, on va donc distribuer une feuille de papier comme celle-ci, aux 10 personnes qui sont dans le village ou bien qui sont dans la salle de classe. Et du coup, lorsqu'une transaction doit être réalisée, tout le monde doit écrire sur son papier que Jean a donné tel nombre de bonbons à Pierre. D'accord? Dans ce cas, Jean doit 10 bonbons à Pierre. Comment faire? C'est-à-dire, le premier cas de figure, c'est celui-ci. Jean donnera 10 bonbons à Pierre et tout le monde écrira Jean a donné 10 bonbons à Pierre. Et cette transaction-là, tout le monde doit signer qu'effectivement, Jean a donné 10 bonbons à Pierre. Ça, c'est le premier cas de figure. Dans le deuxième cas de figure, Jean pourra donner plutôt 8 bonbons à Pierre et écrire dans son propre cahier qu'il a donné 10. Et là, on constate que les autres personnes ne pourront pas écrire qu'il a donné 10 bonbons à Pierre. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a donné 8 et les autres personnes ne pourront pas dire effectivement que Jean a donné 8 bonbons à Pierre, a donné 10 bonbons à Pierre, pourtant il a donné 8. Vous voyez que c'est un système non centralisé, vraiment décentralisé et qui est sécurisé parce que là, il n'y aura pas de fraude. D'accord? Et après, on aura un grand registre qui va être collé soit au centre du village, soit au milieu de la classe, où tout le monde pourra vérifier qu'effectivement, tel nombre de bonbons ont été transmis. D'accord? Et ces transactions-là vont être signées. Donc, on va prendre le premier cas de figure où tout se passe normalement. C'est-à-dire, Jean donne effectivement 10 bonbons à Pierre et tout le monde écrit dans son cahier, Jean a donné 10 bonbons à Pierre et cette transaction-là se fait signer par tout le monde pour prouver qu'effectivement, Jean a donné 10 bonbons à Pierre. Eh bien, on va entrer dans la deuxième étape où sur une feuille que tout le monde a reçue, on ne pourra stocker que cette transaction. Donc, juste cette transaction pourrait être stockée. Donc, on va prendre la première transaction. Jean donne 10 bonbons à Pierre. Pierre donne 8 bonbons à Diane. Diane donne 7 bonbons à tel. Ainsi de suite. On ne pourra stocker que cette transaction sur une feuille. Et on va ajouter une deuxième condition qui sera la suivante. Une feuille, on ne pourra écrire sur une feuille que pendant 5 minutes. Après 5 minutes écoulées, on va changer de feuille. On va passer à la prochaine feuille pour commencer à écrire là-bas. Et si après 5 minutes sur cette feuille-là, il y a eu seulement juste une transaction ou bien il n'a pas eu de transaction, on passera aussi à la prochaine feuille, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du coup, vous voyez que si on reprend notre deuxième cas où Jean, lui, il arrive à donner 8 bonbons à Pierre et il dit qu'il a donné 10. Même s'il veut prouver à tout le monde qu'il a donné 10 bonbons, il va falloir qu'il passe chez tout le monde, donc chez les 9 autres personnes et qu'il modifie dans le cahier que effectivement 10 bonbons ont été donnés, pourtant il a donné 8. Et tout cela en 5 minutes. Donc, contrairement à un système centralisé où s'il a besoin de modifier cela, il va juste s'introduire dans la personne, chez la personne qui permet de gérer toutes les transactions et de modifier. Et là, il n'aura plus rien à prouver parce que les preuves seront là. Bel et bien que Jean a donné 10 bonbons à Pierre, pourtant il en a donné juste 8.
Vous voyez que là, c'est pas un système vraiment sécurisé. Là, on est dans quelque chose de vraiment sécurisé et transparent parce que tout le monde pourra vérifier les transactions à travers la feuille de papier de chacun. Ok? Et en plus, on a ce grand livre qui est au milieu du village ou bien au milieu de la salle de classe pour prouver effectivement que toutes les transactions ont été réalisées et validées par les 10 membres du village ou bien de la salle de classe. Eh bien, pour ajouter la difficulté, comme ce n'était pas suffisant, chaque transaction, donc vu que sur une feuille, on a juste cette transaction et qu'après 5 minutes, cette transaction-là, on passe à la page suivante, on va ajouter un autre niveau de difficulté en fait. Donc, c'est-à-dire cette transaction-là vont être regroupées. Donc, à chaque fin de page, il y aura un code qui a une taille spécifique et qui permettra de résumer tout ce qui s'est passé sur la page. Donc, c'est-à-dire, il y aura l'heure, l'adresse à laquelle on a envoyé. Bref, ce qui a été écrit sur la feuille, ça doit être condensé à un code qui contient un nombre spécifique de caractères. Eh bien, ce code-là va être transposé sur la nouvelle feuille et qui permettra de vérifier les transactions qui se sont passées avant sur la page précédente. Donc du coup, sur la première page, on a eu bel et bien Jean a donné 10 bonbons à Pierre et Pierre a donné 8 bonbons à Carla, Diane a donné tel bonbon à tel. Cette transaction-là va être résumée à un code avec une taille spécifique et ce code-là doit être retransposé à l'entête de la prochaine page pour permettre de vérifier les autres pages sans passer le temps à feuilleter vers l'arrière pour trouver ce qui s'est passé sur l'ancienne page. Juste à travers cette page-là, on pourra lire à travers ce code-là, on pourra lire toutes les transactions précédentes. Et ainsi de suite sur la nouvelle page, on va résumer aussi ce qui s'est passé sur la nouvelle page et ça va donner encore un code avec une taille spécifique que la dernière, mais un code totalement unique. Tous les codes sont uniques et ce code-là va être retransposé une fois de plus sur la prochaine feuille. Et ce processus, on va le répéter infiniment, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on voit en fait que si on prend notre deuxième cas où Jean, lui, il dit qu'il a donné 8 bonbons alors qu'il a donné 10 bonbons alors qu'il n'en a donné que 8, non loin qu'il va devoir modifier tous les cahiers, ça va aussi modifier le code. Donc, il va aussi falloir régénérer un nouveau code pour écrire, pour résumer chaque page. Et vous voyez que là, ça rend les choses plus complexes. Même s'il arrive, même si c'est quasi impossible de pouvoir modifier les transactions de toutes les 9 autres personnes, en supposant qu'il arrive, il va falloir qu'il modifie encore tous les codes qui ont été générés pour prouver réellement aux 9 autres personnes qu'il en a donné 10 alors qu'il n'en a donné que 8. Vous voyez que là, c'est mission impossible. Tout à l'heure, d'ailleurs là, on ne pourra pas encore casser ce système. Et lorsqu'on se rend compte que c'est quelque chose d'assez simple, simple à comprendre parce que la blockchain, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a inventé un code super naturel, non. Vous voyez qu'on parle des principes simples de la vie pour faire un code vraiment sécurisé et à la fois facile à comprendre et complexe. Bref, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire, vous l'aurez compris. Donc là, on arrive à un niveau où les transactions sont vérifiables par tout le monde, ce qui apporte de la transparence. Elle est sécurisée parce que même si tu arrives à écrire dans ton cahier que j'ai donné 10 bonbons au lieu de 8, les 9 autres personnes ne pourront pas valider cette transaction parce qu'effectivement, tu n'as pas donné 10, tu en as donné 8. On a un système sécurisé et même tu arrives à modifier dans le cahier des 9 autres personnes, il va falloir que tu modifies les codes. Ok? Après, on est dans un système totalement décentralisé parce que là, les 10 membres du village ou bien les 10 élèves de la salle de classe, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour faire les échanges. Ils se font les échanges entre eux sans aucune personne tierce et là, en fait, tu es obligé d'être quelqu'un de confiance. Parce que là, on a un système qui est basé sur la confiance entre les utilisateurs et sur la transparence entre les utilisateurs. Parce que personne ne pourra dire que 10 bonbons ont été transférés au lieu de 8. Personne ne pourra valider. D'ailleurs, quel sera l'intérêt pour faire cela? Donc, quel sera ton intérêt de dire que Jean, lui, il a donné 8 bonbons au lieu de 10. Quel sera ton intérêt? Tu n'as aucun intérêt à faire cela. Plutôt,
tu as intérêt à signer la transaction qui est vraie. Donc, tu as plutôt intérêt à signer la transaction qui stipule que Jean a bel et bien donné 10 bonbons à Pierre. Pourquoi? Parce que là, en fait, tu reçois un petit fragment de bonbons. Je ne sais pas si tu comprends le jeu. Donc, sur les 10 personnes, chaque fois qu'une personne signe effectivement que tel nombre de bonbons a été transféré, tu reçois une petite infime partie de bonbons. Donc, tu reçois une petite infime partie. Supposons que tu reçois un dixième de bonbons et tu parviens à signer 10 bonbons, des transactions sur 10 bonbons. Mais en fait, là, tu obtiens un bonbon. Tu vois? Et puis tu peux le rechanger, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, tu l'auras compris. Maintenant qu'on a parlé de l'exemple qui est totalement simple, j'espère que tu as compris. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires si tu as des questions. Je vais répondre clairement pour que tu puisses vraiment comprendre. Eh bien, on va entrer dans les thèmes techniques. Déjà, on va prendre la feuille de papier. Donc, si tu as un bout de papier pour le noter, c'est toujours mieux. On va prendre que la feuille de papier, on appelle ça le bloc dans la blockchain. Ça n'a réellement rien d'un papier, mais on va faire ça comme ça. On appelle ça le bloc. Donc ça c'est un bloc, deux blocs, trois blocs. Ok. Après maintenant on va appeler, on va mettre chaque papier. Donc un bloc, c'est quoi? Avant que je n'arrive au prochain point, un bloc va permettre de résumer tous les détails d'une transaction, que ce soit l'adresse du destinataire, l'heure, la date. Ça va être résumé d'un bloc et un bloc ne pourra contenir que cette transaction. D'ailleurs c'est pour dans cette transaction et bien dans la blockchain Bitcoin, ces transactions là seront résumées à 1 mégabit de données. Donc un bloc ne pourra contenir que 1 mégabit de données. Je ne sais pas si tu comprends. Et maintenant les 5 minutes. Les 5 minutes, donc vu qu'après chaque 5 minutes on tourne de bloc, ces 5 minutes là seront égales à 9, donc sensiblement égal à 10 minutes sur la blockchain Bitcoin. Donc, sur la blockchain Bitcoin, un bloc ne peut contenir que 1 mégabit de données. Et après chaque 10 minutes, on passe au bloc suivant. Donc, même si après 10 minutes, on n'a que 0,5 mégabit de données, on passe au bloc suivant. Tu l'auras compris. Et maintenant, après, on va mettre tous ces blocs-là entre eux. D'accord? Donc, on va prendre le bloc 1. Le bloc 2, on va les superposer, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bref, jusqu'à l'infini. Et on va les relier. On va appeler ça la chaîne, donc de chaîne. Et c'est pour ça qu'on appelle blockchain, parce que ce sont des blocs reliés entre eux. Ok? Pas des chaînes, si on va appeler comme ça, c'est pour ça qu'on appelle blockchain. D'accord? Et on va maintenant appeler le code qui est unique et qui a une taille de caractère spécifique. Quel qu'en soit le nombre de données, ça a une taille de caractère spécifique. Quel qu'en soit le nombre de blocs que ça résume, ça a une taille de caractère spécifique. On va appeler cela le hash. Donc le hash, ça va être en fait ce code unique qui permet de résumer toutes les transactions précédentes jusqu'au bloc actuel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc je répète, le hash, ça va être ce code unique et qui a une taille de données, qui a une taille de caractère spécifique qui va permettre de résumer toutes les transactions passées jusqu'au bloc actuel. Eh bien, on va appeler l'action parce que l'action qui est celle de signer et de vérifier chaque transaction, que toutes les transactions sont réellement vraies, que Jean a donné 10 bonbons à Luc et qu'elle est vraie et qu'elle a été vérifiée par tous les 9 autres personnes et qui a été inscrite sur le livre qui est au centre du village ou le livre qui est au centre de la classe. On va appeler ces personnes-là, on va appeler cela le consensus de proof of work. Donc, proof of work, donc preuve de travail. La preuve que tu as participé au travail. Ok? C'est ça qui va être, qu'utilisent les mineurs. Donc, la preuve qu'un mineur a validé une transaction. Et le fait que tout le monde possède, parce que je vous ai parlé que tout le monde possède une copie du grand livre qui est au milieu de la salle de classe ou bien qui est au milieu du village, on va appeler ces personnes-là les nœuds. Les nœuds, donc, sont ces personnes-là qui permettent de valider les transactions. Ce sont des ordinateurs déposés partout dans le monde qui permettent de valider des transactions automatiquement. Et maintenant, qu'est-ce que les nœuds font? Ils signent et vérifient les transactions et pour leur travail, donc pour la preuve de travail qu'ils ont fait, ils reçoivent quelques bitcoins
en récompense et on appelle cela le minage. Donc vous l'aurez compris, le minage c'est pour un nœud d'allouer sa puissance de calcul pour signer les transactions et vérifier qu'une transaction est réellement vraie, et en retour il reçoit une récompense qui est quelques bitcoins. Et après chaque 4 ans, vous le connaissez, on a le fameux halving qui permet de diviser la récompense d'un nœud par 2 ou bien d'un mineur par 2. Donc vous l'aurez compris. Après, je pense qu'on a fait tout le tour, vous l'aurez compris de manière très simple. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Dans les prochaines vidéos, je vais parler des thèmes plus techniques, mais de vous expliquer cela simplement. Tout au moins, je vais essayer de vous expliquer cela de manière vraiment simple et compréhensible pour que vous puissiez vraiment vous intégrer dans cet écosystème et comprendre que ce n'est pas juste pour de l'investissement. Il faut comprendre que c'est une technologie qui a une réelle valeur ajoutée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Lâche un pouce bleu, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car les vidéos comme ça, en sont pratiquement toutes les semaines. On se retrouve à la prochaine pour parler d'astuces plus cruciales, que ce soit pour la DeFi, la CeFi, l'arbitrage. Bref, à la prochaine. Ciao. Merci.